Le niveau scolaire en France baisse, c'est indéniable. Le vocabulaire s'appauvrit, l'orthographe est catastrophique, la jeunesse ignore tout de l'histoire de son propre pays et récemment, la France vient d'être placée bonne dernière d'Europe en maths. En fait, le niveau d'un bachelier aujourd'hui est celui d'un élève de CM2 d'il y a quelques décennies. Eh bien les enfants, répondez, ne soyez pas timides, allez-y. Oui, Clyde? 12. Loupé. Essayons d'obtenir la réponse par quelqu'un qui soit moins attardé que toi. Qui d'autre? Alors, dire que le niveau scolaire baisse n'est pas tout à fait exact. Il est en chute libre. Et ce grand saut dans le vide, ce n'est pas un accident, c'est un suicide. C'est un acte volontaire. Alors, il n'y a pas longtemps, j'ai lu un livre. C'était La fabrique du crétin de Jean-Paul Brigelli. Un livre que vous avez été nombreux à me réclamer. Alors pour essayer de comprendre la situation, on va diviser cette vidéo en 3 parties. On va d'abord chercher à comprendre comment l'école a été détruite, puis pourquoi elle l'a été, et on verra ensuite ce qui pourrait être fait pour la redresser. Alors avant de se lancer dans le vif du sujet, je vous rappelle que vous pouvez mettre un pouce, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et me soutenir sur Tipeee si vous aimez mon travail. Mettre l'élève au centre du système, un slogan très démagogique qui implique plusieurs choses. Déjà que l'enseignant n'est plus au-dessus de l'élève, mais qu'il devient son égal. La hiérarchie enseignant-élève étant une oppression insupportable. C'est un relativisme absolu. Tout se vaut. La transmission du savoir jusque la verticale devient horizontale, comme si l'élève avait autant à apprendre au professeur que lui avait à leur apprendre. L'enseignement n'est plus à considérer comme allant du professeur à l'élève, mais comme un échange entre les deux. On renonce aussi de plus en plus à l'autorité, à la discipline, ce qui fait que l'enseignement n'est parfois tout simplement plus possible à cause du bruit, de l'inattention, du désordre, etc. Tu vois, je viens de me fumer un joint, je suis un peu foncé, je comprends rien à ce que tu me dis. Et ce qu'il y a de pervers dans tout ça, c'est qu'on considère que respecter l'élève, c'est considérer que son point de vue est équivalent à celui de l'enseignant. Alors que par définition, le point de vue de l'élève n'est pas éclairé, parce qu'il n'a pas été confronté à suffisamment d'éléments pour nourrir une réflexion digne de ce nom. Et ce que l'école est censée lui apporter, ce sont précisément ces remises en question, cette capacité à remettre en cause ses certitudes. Mais aujourd'hui, l'élève se défend en disant simplement « vous avez votre avis, j'ai le mien », ce qui revient à mettre l'ignorance à égalité avec le savoir. Et ça, c'est l'opposé même de l'éducation. En plus de ça, tout commence à être considéré comme des difficultés insurmontables. Le rythme scolaire, le poids des cartables ou le simple fait de rester assis en classe et d'écouter. Bref, le confort est devenu la seule préoccupation des parents, des élèves et des écoles elles-mêmes. La transmission du savoir est devenue secondaire. Ainsi, l'école abandonne la pédagogie au profit de la didactique, que l'auteur définit ainsi. C'est l'art d'apprendre à apprendre ce que l'on ne sait pas. Et on commence alors à tout miser sur les activités, qui regroupent à peu près tout et n'importe quoi. Des exercices, des pseudo-recherches sur internet, des travaux en groupe où un seul élève travaille, des activités qui tuent le désir d'apprendre. Et tant mieux, parce que c'est le but, mais on y reviendra. En fait, ce qui compte, ce n'est pas que l'élève apprenne, mais qu'il soit occupé. Pour vous donner un ordre d'idée, on est passé dans les manuels utilisés en seconde et en première de 2000-2500 pages dans les années 80 à 350 aujourd'hui. Autrement dit, les élèves apprennent 15% de ce qu'ils apprenaient il y a 20 ans. L'école a donc baissé son niveau d'exigence, or, en baissant les exigences, on crée un cercle vicieux. Baisser les exigences entraîne une baisse des résultats, ce qui va de pair avec un désintérêt grandissant des jeunes pour l'école. Même le niveau de recrutement des profs a baissé. D'ailleurs, aujourd'hui, on en est arrivé à recruter sans diplôme. Et toutes ces réformes sont systématiquement défendues au nom de l'égalité. C'est aussi au nom de l'égalité qu'ont été inventés les ZEP, zones d'éducation prioritaire, dont le but, selon Brigelli, est d'être un ghetto organisé dans le but d'éviter aux lycées de centre-ville d'être envahis par la racaille. Brigelli y a d'ailleurs enseigné pendant plusieurs années, et il raconte à ce sujet une anecdote assez glaçante. Je vous lis l'extrait. Premier poste, en ZEP, première heure, une classe de première technique, où curieusement les 2/3 des élèves sont redoublants. Je leur demande, comme on le fait souvent, ce qu'ils ont étudié l'année dernière, afin d'éviter de doublonner. Éclat de rire général. Rien monsieur, j'insiste parce que ce type de réponse est usuel, là comme ailleurs.
Quand ce n'est pas la mauvaise foi, c'est l'oubli involontaire. Les vacances suffisant à gommer ce qui a été vu 3 mois auparavant. Nouvelle rigolade. Rien monsieur, on vous assure. Avec cet inimitable accent de banlieue issu d'immigration, qui, par l'intermédiaire du rap et des médias, s'est généralisé dans toute la France. Très bien. Qui était votre prof de français l'année dernière? Je lui demanderai. Qui n'a jamais vu 24 élèves se tordre de rire, n'a rien vu. Ça enquête l'un d'eux. Ça m'étonnerait. Et pourquoi donc? Léger suspense, pour mettre en valeur la réponse. Parce qu'on l'a tuée. Et c'était vrai. La malheureuse, nommée au mois de septembre précédent, avait tenu 2 mois et s'était pendue. Un manque d'empathie assez terrifiant, voire une fierté d'avoir commis ce meurtre indirectement. Pourtant, Brigelli va plus ou moins prendre leur défense en expliquant que si ces élèves posent tant de problèmes et ont un niveau aussi lamentable, c'est à cause des programmes adaptés, mis en place pour eux comme s'ils étaient débiles. Or pour lui, plus une classe est difficile, plus il faut traiter des sujets difficiles. Seulement, l'école choisit de s'adapter à ses élèves en leur faisant étudier du rap par exemple. Si aujourd'hui je prends le micro, c'est pas pour faire des rimes hardcore, mais pour vous expliquer le théorème de Pythagore. Seule l'élite actuelle peut se permettre d'éviter à ses enfants d'aller dans les mêmes écoles que celles du peuple. Et elle ne s'en prive pas. D'ailleurs, comble de l'ironie, l'élite n'envoie pas ses enfants à l'école de la République, mais le plus souvent dans des établissements privés et religieux. Le système qu'ils défendent, l'égalitarisme, c'est pour les autres. En fait, le système est tellement fermé sur lui-même que la classe dirigeante actuelle est encore plus privilégiée que l'aristocratie du XVIIIe siècle. On a donc affaire à une petite minorité qui s'auto-perpétue en faisant des leçons de morale sur l'égalité et la tolérance et en se nourrissant littéralement de la médiocrité qu'elle produit chez la masse. Alors oui, l'école est morte, c'est un fait. Maintenant, on va pouvoir essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi l'école a-t-elle été détruite sciemment? Parce que oui, elle a été détruite sciemment. L'école de la République a été ni plus ni moins que la meilleure école du monde, rien que ça. Donc oui, on connaît les méthodes pour enseigner et faire fonctionner cette école. Et si on n'utilise pas ces méthodes qui ont fait leurs preuves, c'est parce qu'on refuse de les utiliser. Parce que non seulement l'école républicaine a été la meilleure du monde, mais elle a en plus été la seule à réellement permettre l'ascension sociale de personnes qui venaient de milieux parfois très défavorisés. Bref, la méritocratie en France, sous la République, a bel et bien existé, sauf qu'aujourd'hui, le rôle de l'école consiste uniquement à fabriquer des crétins. Et pour bien comprendre pourquoi l'école est morte, il va nous falloir remonter à mai 68. L'idéologie libertaire prend le contrôle. Il est interdit d'interdire, on ne veut plus de surveillants dans les couloirs, plus de retenue, d'exclusion, on veut pouvoir fumer en classe et que les filles mettent des mini-jupes. Bref, la jouissance et l'individualisme prennent le pas sur tout le reste. Il faut jouir coûte que coûte, quitte à sacrifier l'intérêt commun. C'est aussi à peu près à la même période que va émerger le néolibéralisme, dont l'idéologie consistait à formater l'individu pour le faire correspondre aux besoins de l'économie moderne. Et ce monde néolibéral a besoin d'individus sans histoire, sans passé, sans base. Il a besoin d'un esclave corvéable à merci. Si l'école est morte, c'est, je cite, à cause de l'union des utopistes et des opportunistes. Et donc à cause de la naïveté de la gauche et de l'opportunisme de la droite. L'école consiste donc aujourd'hui à produire les individus dont le marché a besoin. Un culte incapable de formuler une pensée et donc incapable de se révolter. Et plus le temps passe, plus l'industrie réclame du personnel non qualifié, dont elle peut faire ce qu'elle veut en les envoyant d'un CDD à un autre. Et si ça ne suffit pas, elle délocalise. Chaque individu est immédiatement remplaçable par un autre et devant un tel moyen de pression, il n'y a pas d'autre choix que de se soumettre. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'enseignement s'est adapté à l'économie. Ainsi, l'appauvrissement du vocabulaire de la masse n'est pas un problème pour l'économie néolibérale. C'est une aubaine. Moins on a de mots pour penser, moins on est capable de réfléchir et donc de contester. Le système fabrique les crétins dont le capitalisme sauvage a besoin. Et la fabrication de ce crétin passe notamment par le déracinement. D'ailleurs, vous constaterez que les peuples qui ont aujourd'hui les meilleurs systèmes éducatifs, en Asie notamment, Japon et Corée du Sud par exemple, sont tous très attachés à leur culture. Et cet attachement à leur culture ne veut d'ailleurs pas dire que ces peuples sont arriérés, bien au contraire. Ils sont aussi à la pointe sur les nouvelles technologies. Simplement, leur modernité fait le pari de ne pas rejeter le passé. Ainsi, on fait détester leur pays aux jeunes Français à l'école sous couvert d'antiracisme. L'antiracisme, c'est la nouvelle religion. On ne compte plus sur l'esprit critique des élèves, mais uniquement sur leur validation de l'idéologie dominante. Le politiquement correct remplace la culture, ou pour citer Brigelli,
C'est bien de formatage qu'il s'agit ici. Les programmes mettent en place de nouveaux topoi, ces idées reçues sur lesquelles se bâtit un consensus mou pour quelques générations. Inviter les élèves à donner leur opinion dans ce contexte revient en fait à les décapiter, puis à leur demander de penser. Et l'ancien 68ard que je suis est bien obligé de constater que les utopies post-68ardes, mal digérées, mal recrachées par quelques pédagogues, sont la principale source du conformisme contemporain. Parce qu'effectivement, quand on coupe un peuple de sa propre histoire, il devient une masse sans identité. Et pour les nouveaux venants, il ne reste que la religion et le consumérisme. Plutôt ironique quand on sait que ce sont des gens de gauche qui ont encouragé cet appauvrissement culturel. Alors on me dit souvent « Oui mais Modin, tu parles des problèmes mais tu proposes jamais rien ». Et c'est vrai, parce que le plus souvent je parle de problèmes extrêmement complexes. Alors bonne nouvelle, pour une fois, ce n'est pas le cas. Résoudre le problème de l'éducation en France, en fait, c'est très simple. Je le répète encore une fois, mais nous avons eu la meilleure école du monde. Nous savons donc ce qu'il faut faire. Déjà, il faut en finir avec l'idéal égalitariste. Dans les années 60, seuls 20% d'une classe d'âge obtenait le bac. Aujourd'hui, on a dépassé les 90%. Est-ce une bonne chose? Non. Le résultat, c'est que le bac ne veut plus rien dire et que seul va compter l'établissement où on l'a obtenu. D'ailleurs, beaucoup de grands patrons aujourd'hui, donc des gens issus d'un système scolaire qui valait encore quelque chose, se vantent de ne pas être allés jusqu'au bout de leurs études et de ne même pas avoir eu le bac. Arrêter la consommation des stupéfiants, la consommation des stupéfiants. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le niveau qu'ils ont acquis, même en ayant échoué au bac, est largement supérieur à celui de beaucoup de gens qui ont un niveau master aujourd'hui. Bref, donner le bac à tout le monde, au lieu d'apporter de l'égalité, crée encore plus d'inégalités. Aujourd'hui, pour ne pas avoir son bac, il faut être quasiment illettré ou y avoir volontairement renoncé. Et si on a des scores aussi délirants au bac, c'est en grande partie à cause de la discrimination positive, un cadeau empoisonné qui participe plus que n'importe quoi d'autre à l'inégalité. Quand je parle d'égalité, je parle bien d'égalité des chances, c'est-à-dire qu'on vit dans un monde où l'idéologie égalitariste a paradoxalement conduit au système le plus inégalitaire qui soit. Les futures élites seront les enfants des élites actuelles. C'est un circuit fermé. Les élites ne se renouvellent plus. Mais il ne faut surtout pas avoir peur de l'élitisme en soi. Il est naturel, bon et même indispensable qu'une société crée des élites. Sauf que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la bourgeoisie protège jalousement les places de ses propres enfants pour qu'ils deviennent ses élites. Que tous les élèves ne soient pas faits pour apprendre la même chose en même temps, ni aussi longtemps, c'est un fait. Il faut l'accepter, c'est normal. Le problème de l'égalitarisme, c'est qu'il empêche cette loi naturelle de s'appliquer. Et au lieu de profiter aux classes sociales les plus basses, ça les enferme définitivement dans leurs conditions et ne leur donne aucune possibilité de s'élever. L'autre tare à laquelle il faut mettre fin, c'est le relativisme. Les établissements privés, ceux dans lesquels les élites envoient leurs gosses, sont des établissements qui s'accrochent à l'enseignement traditionnel, alors que dans l'école des 90% restants, on appelle en permanence au relativisme. La parole et la pensée de l'élève valent celle de l'enseignant. Et tous les prétextes sont bons pour justifier ce relativisme. Typiquement, quand on dit que les élèves lisent beaucoup plus qu'avant, c'est vrai en termes de quantité, mais certainement pas de qualité. Quand on dit qu'ils lisent plus, on parle de messages sur les réseaux sociaux, de publicité, etc. Bref, ils ne lisent pas de classiques, ils lisent des conneries. Comme si un tweet de Squeezie avait autant de valeur que l'œuvre de Proust. Et jusqu'ici, ce qu'on appelait culture était l'héritage commun que nous avons reçu. Mais aujourd'hui, tout peut être considéré comme une culture. On parle de la culture des quartiers par exemple. Les sous-cultures ou contre-cultures valent la culture d'un pays. D'autant plus que le sentiment d'appartenance à ces sous-cultures, comme la culture rap par exemple, devient une célébration du fait de ne pas s'appartenir à la culture commune. Si on veut redresser l'école, il faut aussi rompre avec le laxisme, restaurer la discipline, ce qui paraît évident. D'un point de vue très pratique, il suffit de voir le temps perdu en cours pour calmer les élèves turbulents, arrêter les bavardages, ramener la classe au calme, etc. Monsieur, celui qui n'est pas d'accord avec ça, il dégage. C'est clair? Je vais pas le dire 3 fois.
Bref, à quel point l'indiscipline fait perdre du temps d'enseignement. Brigheli rappelle d'ailleurs que les progrès des élèves sont en grande partie dus au temps consacré aux matières en question. Mais tout est fait pour caresser les parents dans le sens du poil. Moins d'heures de cours, moins de matières fondamentales, passage systématique d'une classe à une autre, bref, le laxisme est aussi encouragé par les parents. En finir avec l'égalitarisme et refaire de la réussite scolaire un défi, ça va dans le sens du rétablissement d'un rite de passage, selon Brigheli. Parce que la violence actuelle viendrait, en partie bien sûr, de l'absence d'un rite de passage, comme il y a pu y en avoir avec le service militaire, et avant lui, avec le bac. Je cite Brigheli. Il n'est pas de rite de passage qui ne soit douloureux, c'est même sa fonction première. Sortir de l'enfance, c'est toujours un arrachement. Or, à une époque où les correcteurs sont obligés de monter les notes et de ne jamais noter en dessous de 8, le bac est devenu un simulacre. Et Brigheli estime que si on laissait les correcteurs noter les copies librement, on passerait de 80-90% de réussite à 20%. Et il est indispensable pour redresser le système scolaire de rétablir de véritables examens. Je cite de nouveau Brigheli. L'apprentissage est fait de traumatismes surmontés, de blessures cicatrisées, d'humiliations ravalées, de défaites, de déroutes même, retournées en victoire. Peu importe les batailles perdues, si l'on gagne la guerre. Alors oui, nous savons bel et bien ce qu'il faut faire. Et l'une des sources du problème, c'est l'école primaire. La première étape, le minimum du minimum, serait déjà de revenir à une méthode d'apprentissage de la lecture qui ne crée pas des illettrés. Ah oui, il est lent ce lait. Comment ça, il est lent? D'habitude, ça va vite. Et si on ne le fait pas, c'est précisément parce que le système a besoin de ces illettrés. Alors, si vous en êtes arrivé là et que le sujet vous intéresse, je vous invite vivement à cliquer ici pour voir cette autre de mes vidéos sur le sujet. Et je vous dis à la semaine prochaine.